La plateforme d'information Pivot.Québec publie une manière de bilan de fin d'année des actualités liées à certains grands dossiers qui ont occupé les militants progressistes ici au Canada, mais ailleurs dans le monde également. Le dossier s'intitule « 2024, lutter face à l'adversité ». C'est à lire sur le site de Pivot. Je vous en propose une visite guidée de ce dossier-là avec Claire Ross. Elle est rédactrice en chef chez Pivot. Bonjour Claire. Bonjour. Claire, c'est un exercice, ce bilan-là, que vous faites à chaque année? Oui, exactement. Depuis qu'on a fondé Pivot en 2021, c'est la manière dont on conclut l'année en revenant sur les mois écoulés du point de vue des luttes, c'est-à-dire des attaques et des contre-attaques en matière de causes progressistes, de droits sociaux. Puis c'est quelque chose que cette année, on a mené avec toute l'équipe de Pivot. Chaque personne revient sur les dossiers qui a suivi durant toute l'année. Donc, je pense qu'on est 6 à avoir écrit cet article ensemble. 6 grands thèmes donc sur lesquels vous revenez dans ce bilan-là. On va les regarder rapidement ensemble. Ça commence avec la Palestine, évidemment, qui a beaucoup retenu l'attention dans le monde, mais aussi au sein de votre équipe à Pivot. Ben exactement. C'est sûr que quand on décide de se centrer comme nous, on le fait sur les luttes, c'est-à-dire pas juste nécessairement sur ce qui a fait parler dans les médias, mais vraiment ce qui a animé les mobilisations populaires. C'est difficile de passer à côté de la lutte là, en défense à la Palestine puis contre l'apartheid et la guerre génocidaire d'Israël, parce que c'est probablement ce qui a le plus mobilisé les militants, les militantes, les gens dans les rues au Québec et au Canada en 2024. Je reviens un peu là, dans notre article, on revient sur les principales causes qui ont ciblé ces militants-là, notamment les compagnies d'armement, les exportations militaires du Canada. Parce que c'est un des gros enjeux. Puis le Canada avait beaucoup de permis d'exportation militaire. Puis sous la pression là, des mobilisations, ils ont décidé de ne pas en mettre des nouveaux. Et après ça, il en restait beaucoup, environ 210 qui étaient encore actifs. Puis là, ça a été tout un jeu de balles là, entre la ministre puis les manifestants, les manifestantes. Mélanie Joly nous a dit qu'elle n'en mettait pas des nouveaux, qu'elle en avait suspendu, mais là, finalement, c'était uniquement 30. Elle nous disait qu'on n'exportait pas d'armes létales vers la Palestine, mais après ça, ça a été souligné qu'on peut exporter des morceaux d'armes létales, par exemple des trains d'atterrissage d'avions F-35 qui servent à bombarder. Après ça, on s'est rendu compte qu'il y avait des compagnies qui pouvaient avoir des contrats, des compagnies basées au Québec, comme General Dynamics, qui a eu un contrat pour faire des obus qui étaient envoyés aux États-Unis et ensuite en Palestine. Donc vraiment, ça a toujours été le aller-retour comme ça. Finalement, la ministre a voulu bloquer ce contrat-là. Ça a vraiment animé toute l'année. On ne sait pas trop où ça en est en ce moment. Après ça, il y a aussi les organismes de charité qui ont été ciblés par les manifestants, les manifestantes. Il y en a plusieurs, encore une fois, dizaines qui soit envoient de l'argent vers Israël ou même une dizaine, là, selon les organismes, qui soutiendraient directement l'armée des groupes racistes ou des colonies illégales en Cisjordanie. Puis là, l'enjeu pour les manifestants, c'est que les dons qu'on fait à ces compagnies-là sont déductibles d'impôts. Et pas à ces compagnies, à ces organismes-là sont déductibles d'impôts. Donc là, c'est un peu comme si le gouvernement subventionnait des organismes qui ensuite soutiennent un gouvernement ou des activités qui sont très critiquées. Un exemple, c'est EZEG qui finance les études de personnes non israéliennes qui s'engagent dans l'armée israélienne. Et ça, c'est un organisme de charité qui appartient à la famille qui possède la chaîne de livres Indigo. Donc, encore une fois, il y a eu une manifestation justement là, entre Noël puis le jour de l'an devant une librairie Indigo pour ce genre de choses-là. Puis évidemment, on ne peut pas parler du mouvement pro-palestinien au Québec en particulier sans parler du mouvement étudiant et de ces campements qui ont été établis au printemps et durant l'été. Qui demandait essentiellement la fin des collaborations académiques et des investissements des universités, McGill en particulier, mais aussi Concordia et l'UQAM, dans tout ce qui est apartheid, colonisation, guerre génocidaire, parce que, bon, on sait que McGill a plusieurs dizaines de millions dans des compagnies d'armement, au moins 5 millions selon les calculs de Pivot dans des compagnies qui font affaire avec Israël. On ne sait pas pour Concordia. À l'UQAM, il n'y avait pas d'investissement, mais des collaborations académiques. Puis le campement à l'UQAM, on se rappelle, a été levé finalement là, au courant du printemps, début de l'été, parce que les étudiants et étudiantes étaient satisfaits de ce qu'ils avaient obtenu de l'UQAM, mais à McGill, le campement s'était tiré durant l'été. L'université a essayé d'avoir des injonctions contre les étudiants. À 2 reprises, ça n'a pas fonctionné devant la cour. Finalement, ils ont
Ils ont été chercher une compagnie privée qui a fait un rapport secret qui prouverait que c'était dangereux, ce campement-là, puis ils l'ont démantelé par la force. Mais ça n'a pas arrêté le mouvement. À la fin de novembre, il y a eu 2 jours de grève dans 12 établissements au Québec. 82 000 étudiants et étudiantes ont été en grève en soutien à la Palestine. Puis, je mentionnerais juste pour conclure qu'il y avait aussi la CDPQ, la Caisse de dépôt, qui était ciblée pour ces investissements. Effectivement. La question de l'immigration, c'est aussi un des thèmes qui est abordé dans ce bilan-là. Claire, il y a eu énormément de décisions qui ont été prises à tous les paliers gouvernementaux, fédéral, provincial aussi. Vous avez écrit beaucoup là-dessus chez Pivot. Oui, ben, on a notre journaliste Bifan Sun qui est spécialisé dans ces questions-là. Vous avez déjà reçu à 2 reprises, je pense. Oui. Ben, on avait vraiment envie de parler de l'immigration du point de vue des luttes parce que ce qu'on voit souvent, c'est surtout les attaques qui viennent des pouvoirs en place contre les personnes immigrantes. Il y a tous les discours anti-immigration, comme quoi ça serait la faute des immigrants, autant la crise du logement que les services publics. Je ne reviendrai pas trop là-dessus, mais il y a quand même, les gouvernements qui ont fait des restrictions migratoires. Au Canada, on a imposé des visas pour les Mexicains. On a baissé les seuils d'immigration temporaire autant pour les demandeurs d'asile, pour les étudiantes étrangères, pour les travailleurs étrangers temporaires. On a mis fin au permis pour les personnes à bas salaire, là où il y avait assez de chômage. On a réduit les cibles d'immigration pour les prochaines années. On a abandonné, ça c'est un gros recul au niveau fédéral, a abandonné la promesse de régulariser toutes les personnes sans papier. C'était une promesse qui existait depuis 2022, je pense. Puis là, finalement, le gouvernement fédéral a dit « Ouais, il n'y a pas de consensus sur l'immigration en ce moment. On ne va pas donner un statut de résidence permanente à toutes les personnes qui sont ici sans papier parce qu'ils se retrouvent dans un limbo administratif. » Au Québec, ben, à la fin de l'année, il y a plusieurs programmes qui ont été gelés. Donc, un moratoire pour les étudiants qui sont diplômés puis qui veulent obtenir la résidence permanente pour les travailleurs qualifiés. On a gelé le parrainage par des organismes de réfugiés à l'étranger. On a définancé la francisation. Mais tout ça, nous, on voulait en parler du point de vue des luttes parce que c'est des choses qui ont animé les personnes immigrantes puis les organismes qui leur viennent en aide parce que c'est des personnes, souvent, on se rappelle, qui n'ont pas le droit de vote. Donc, leur seule manière de se faire entendre, c'est d'aller dans la rue, de sortir. Puis, par exemple, il y a eu des grosses manifestations pour demander la poursuite du financement de la francisation, mais il y a eu aussi toutes sortes de mobilisations, notamment pour demander la régularisation des personnes sans papier. L'année s'est terminée 18 décembre, je pense, par une journée sans migrants où les organismes invitaient les travailleurs migrants à ne pas rentrer au travail pour montrer leur importance pour l'économie. Donc, voilà, c'est quand même des choses qui ont beaucoup animé. Droit LGBTQ+, il y a eu beaucoup d'actu là-dessus, partout au Canada. Oui, puis encore une fois, on a vu surtout des attaques. Peut-être que c'est pas l'année où la résistance LGBT a été la plus forte. Mon hypothèse personnelle, c'est que les organismes, les personnes queer, en tout cas de ceux et celles qui sont dans mon entourage, étaient très engagés, notamment dans la lutte pro-palestinienne. Donc, ils ont peut-être moins eu le temps de s'organiser sur leur propre front. Déjà, oui, c'est ça. Il y a eu beaucoup des attaques en particulier contre les personnes, les jeunes trans et non-binaires, puis les femmes trans en particulier. En Alberta, l'année s'est terminée encore une fois avec 3 projets de loi qui ont été adoptés sur les soins médicaux transaffirmatifs pour les mineurs, sur les usages des pronoms à l'école, l'éducation sexuelle à l'école, les places des femmes trans dans les sports féminins. Puis le gouvernement de Daniel Smith, donc en Alberta, s'est même dit prêt à utiliser la clause dérogatoire. Peut-être petite victoire, il y a eu quand même une entrée au pouvoir du gouvernement libéral au Nouveau-Brunswick, qui s'est engagé là, qui pour le 1er février devait renverser la politique établie par le gouvernement conservateur précédent qui justement empêchait les jeunes d'utiliser les pronoms de leur choix à l'école. Pour l'année 2025, peut-être on surveille la Saskatchewan qui veut peut-être faire des mesures sur les vestiaires et tout ça, mais c'est surtout au Canada, je pense que ça va se jouer en 2025 parce que si le gouvernement de Pierre Poilievre rentre au pouvoir, ce serait la première fois qu'on aurait ce débat-là sur les droits des personnes trans et non-binaires au niveau fédéral, ce qui est quand même gros parce que le fédéral contrôle le code criminel, mais aussi, on sait que le Parti conservateur, des résolutions, ils ont voté des résolutions à leur dernier congrès pour justement encadrer tout ce qui est les soins pour les mineurs, les espaces non mixtes, que ce soit sport, vestiaire, toilettes et compagnie. Donc, ça peut être inquiétant. Ouais. Puis pour le Québec aussi, c'était une année un peu parenthèse, mais on doit surveiller d'ici
d'ici la fin de l'hiver, là, le dépôt du rapport du comité des sages qui doit se prononcer sur les questions sensibles liées à l'identité de genre, qui a beaucoup mobilisé cette année, mais aussi qui devrait mobiliser plus dans l'année à venir, là. Puis peut-être mentionner aussi qu'il y a eu une poursuite des mobilisations là, pour les droits parentaux et contre l'éducation sexuelle de ce qu'on appelle le mouvement One Million March for Children. Donc ici aussi, on a une mobilisation par la base, si on veut, des personnes transphobes, un peu homophobes. Donc ça, c'est aussi à surveiller cette année. Environnement, on a vécu en 2024 l'année la plus chaude enregistrée à ce jour. Ça aussi, ça fait partie de des catégories sur lesquelles vous revenez dans ce grand bilan-là. Ben oui, ça, c'est vraiment une des luttes qui a été les plus actives aussi, peut-être avec celle pour la défense de la Palestine. On a beaucoup parlé dans les médias puis au niveau politique de Nordvolt, mais c'est aussi quelque chose qui a animé les gens sur le terrain, là, vraiment. Quand on prend l'exemple en particulier de Nordvolt, il y a eu à la fois des mobilisations citoyennes pour demander une évaluation environnementale, il y a eu un niveau juridique, il y a eu le Centre québécois du droit de l'environnement qui a essayé de contester, il y a eu même aussi du sabotage qui a été revendiqué, là, des clous, des barres de fer qui ont été mis dans des arbres qui devaient être coupés pour bloquer la machinerie, il y a des gens qui ont été bloqués le terrain, donc à cet endroit-là, on s'est beaucoup mobilisé. En général, la défense des espaces verts, de la biodiversité, on n'est pas nécessairement dans le climat, on est vraiment dans la défense des espaces verts, ça a beaucoup mobilisé. Nous, on a suivi notamment à Châteauguay une friche agricole sur laquelle on veut construire de l'immobilier. Puis là, la ville essaie d'organiser ses règlements pour permettre ça. Les citoyens contestent. Même chose à Québec pour le boisé des châtelles. Et bien sûr, à Montréal, il y a tout ce qui est le terrain vague, c'est-à-dire la friche ferroviaire dans Hochelaga-Maisonneuve, aussi le boisé Steinberg, puis un ancien terrain vague qui est maintenant occupé par la plateforme de conteneurs de Raymond Logistique. Ça, c'est une bataille qui dure depuis des années. La ville a annoncé qu'elle protégerait la section du boisé Steinberg où elle voulait construire un gros boulevard, mais en même temps, la compagnie qui avait poursuivi la ville de son côté, a réussi à obtenir des droits pour augmenter sa plateforme de conteneurs. Là, il y a eu des consultations citoyennes. Les gens sont allés, mais ils ne se sont pas sentis entendus. Fait qu'à voir comment ça va se poursuivre, mais le bras de fer n'est pas fini de ce côté-là. Puis, je mentionnerai aussi là, les actions climatiques qui ont beaucoup, plus vraiment pour le climat, qui ont beaucoup retenu l'attention, c'est le blocage du terminal de l'aéroport de Montréal en juillet. Puis après ça, par le même collectif, Last Generation, aussi évidemment le blocage du pont Jacques-Cartier en octobre. Je ne reviens pas là-dessus parce qu'on s'en souvient, mais ça avait vraiment beaucoup attiré l'attention, notamment à cause de la répression. Le gouvernement avait dit que ça ne se faisait pas. Puis après ça, les personnes qui avaient bloqué le pont ont passé beaucoup de temps en prison. On ne pouvait pas parler aux médias. Oui, faire face à la justice aussi. Exact. Oui, on peut pas compter sur les grands médias traditionnels pour faire un récapitulatif de l'actualité syndicale, mais on peut compter sur Pivot pour le faire, par exemple, et c'est dans votre bilan de l'année 2024. On a essayé de le faire du mieux qu'on pouvait, mais bon, ça a été une année. 2024, pardon, ça a été une année un peu moins active en termes de grève que 2023. Là, il y en a eu pas mal moins, mais ça se poursuit parce que, bon, grosso modo, tous les syndicats qui doivent renouveler leur contrat de travail doivent faire face à l'inflation. Donc, ça donne lieu à des bras de fer, à chaque fois. L'année a commencé, bon, avec l'acceptation d'une convention collective par le Front commun puis les syndicats qui étaient dans la grève du secteur public au Québec, mais ça vaut la peine de rappeler que le syndicat des infirmières, la FIC, a refusé de signer une entente avec le gouvernement avant décembre dernier. Donc, il y avait quand même beaucoup de tensions de ce côté-là, notamment du côté de l'organisation du travail. Ça s'est poursuivi toute l'année. L'année s'est aussi terminée avec des ententes pour 2 des 3 syndicats dans les services de garde, les CPE. On voulait les mêmes augmentations que dans le secteur public, mais on note que la rétention de personnel est difficile, puis qu'on n'a pas le même problème de rétention de personnel dans d'autres provinces, là où les salaires sont meilleurs. Une bonne nouvelle cette année en matière de syndicalisation que Pivot a remarqué, c'est la création d'un syndicat pour les employés d'un entrepôt d'Amazon à Laval, qui en fait le premier syndicat d'Amazon au pays, un des rares dans le monde. Puis, on note que c'est un syndicat qui s'est créé en utilisant des méthodes là, plus populaires dans certains milieux aux États-Unis qui consistent à mobiliser vraiment beaucoup les travailleurs par la base pour qu'ils soient engagés dans leur lutte plutôt que simplement un lutte exécutif syndical. Autre grève, il y a eu la SAQ, des journées de grève ponctuelles, puis il y a eu une entente encore une fois en décembre après 2 ans. Et évidemment, la fameuse grève des postes
qui s'est étiré le novembre-décembre, puis finalement qui a été bloqué par une intervention du gouvernement en décembre pour forcer un retour au travail jusqu'en mai. Puis c'est pas la première fois que le gouvernement fédéral faisait ça cette année. Ils l'ont fait aussi dans les ports de Montréal et de Vancouver pour mettre fin à un lock-out et imposer un arbitrage. Ils l'ont fait dans les chemins de fer à la fin août. C'est un pouvoir que le ministre du Travail a au Canada et qui est contesté actuellement parce que ça serait pas constitutionnel, ça bloquerait le droit de grève. Mais pendant ce temps-là, à la toute fin de l'année, on a vu le ministre du Travail québécois, Jean Boulet, qui dit qu'il lui voudrait s'arroger ce pouvoir-là au Québec. Donc, à surveiller cette année. De même que le renouvellement des conventions collectives à la Ville de Montréal. Ça aussi, ça va être à surveiller en 2025. Dernier sujet, Claire, on n'a pas beaucoup de temps, mais je veux quand même qu'on en parle parce que avec la Palestine, c'est probablement un des sujets qui a pris le plus de place dans l'actualité en 2024, c'est le logement. Oui, ben, le logement, c'est un gros débat. Après ça, la question de savoir si ça soulève des luttes actives, des manifestations, puis tout ça. 2024, ça n'a peut-être pas été la plus grosse année pour ça, mais ça suscite beaucoup d'indignation, de discours, de protestation. Les gens peut-être luttent des fois un peu contre leurs propriétaires de manière un peu individuelle. Donc, c'est un enjeu qui certainement mobilise les gens dans leur quotidien. On se rappelle que l'année 2024 a débuté en février avec l'adoption du projet de loi 31 qui mettait fin pratiquement là, aux sessions de bail, donc le fait de pouvoir se passer le bail d'un locataire à l'autre sans avoir une hausse de loyer. Ce projet de loi-là normalisait aussi certaines formes d'éviction contre des paiements faits aux locataires. Après ça, le gouvernement se sentait un peu mal, donc il a rajouté un autre petit projet de loi pour mieux protéger contre les évictions, un moratoire de 3 ans dans les villes où il manque de logements, ce qui est à peu près toutes les grandes villes au Québec en ce moment, puis pour protéger les aînés aussi contre les évictions. Tout ça, toutes ces actions-là du gouvernement, ça a donné lieu quand même à des mobilisations. Toutes sortes de petites manifestations organisées notamment par des comités logement, des actions de visibilité. Il y a eu en particulier une fin de semaine d'action, de mobilisation, puis un campement à Québec cet été organisé par le Frappru notamment, mais ça a donné lieu à l'obstruction policière qui ne voulait pas que les militants militantes installent leur campement. Et je le mentionne parce qu'on est à Sikaïa, on est à Québec. Il y a quand même une campagne là, qui s'anime ces temps-ci pour demander que la police de Québec fasse moins d'obstruction politique, de profilage racial, social, parce qu'il semble-t-il que ça s'accroît. Voilà, ce serait pas mal le tour des luttes sur le logement et en général. 2024, lutter face à l'adversité. J'invite les gens à aller consulter le dossier sur le site de Pivot, pivot.québec. Vous le trouverez facilement. Il y a des photos aussi là, qui nous permettent de replonger en images dans chacun de ces grands thèmes-là. Claire Ross, vous êtes rédactrice en chef de Pivot. Merci beaucoup d'avoir pris un moment ce matin pour nous parler. Merci, bonne journée. Bonne journée. Résonance.